Bonjour. Dans la leçon de la semaine dernière, j'ai essayé d'illustrer la position ou les positions de Mallarmé au sujet de l'obscurité poétique, et notamment par rapport à sa conception du vers. La conception mallarméenne du vers comme mot total, neuf, étranger à la langue, et qui rémunère le défaut des langues après Babel, qui n'a pas encore un sens achevé dans son vouloir dire, mais qui est transposition au livre de ce qui existe, de l'être dans son rythme essentiel. C'est tout ce que nous avons vu à peu près la semaine dernière. Cette conception du vers, donc, tend naturellement vers la glossolalie. Je fais naturellement allusion au chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens de saint Paul, où il est question du lalein glosseis, loqui linguis, c'est-à-dire parler en langue. Vous avez le texte de l'essentiel de ce passage. Le saint, que je vous laisse lire, le saint, il distingue la prophétie et la glossolalie, tout en préférant la première, la prophétie, que tous les croyants peuvent comprendre, à la seconde, qui est incompréhensible, à moins qu'il n'y ait quelqu'un pour l'interpréter. Il faut associer ce passage à un autre passage du Nouveau Testament, celui des Actes des Apôtres, où saint Luc raconte, bien connu, je pense que vous connaissez très bien ces textes, où saint Luc raconte la descente de l'Esprit Saint à la fin du jour de la Pentecôte. Tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit la maison où les apôtres se tenaient. Tous furent un peu plus loin, tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, lalein eterais glosseis, selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer, etc. Dans ce texte, il est question plus proprement de ce qu'on appelle la xénoglossie, c'est-à-dire le parler en langue étrangère, en d'autres langues. Mais les deux phénomènes, il faudrait s'arrêter longuement sur ce point, les deux phénomènes, au moins d'après certains, reviennent au même, et je vais expliquer pourquoi. Ce phénomène a été commenté et discuté sans cesse au fil des siècles, d'abord dans le domaine de la religion et de la mystique, non seulement chrétienne, mais aussi juive, par exemple, ensuite dans ceux de la psychopathologie et surtout de la linguistique, enfin dans celui de la littérature. Quelle est, dans ces passages, la signification de glosse et de glosseis lalein, parler en langue? Comme l'a montré Louis Holtz, qui a étudié l'évolution sémantique de ce mot en grec et en latin, jusqu'à la signification de glose qu'il a pris au Moyen Âge, l'acception qu'il avait à l'époque de la rédaction du Nouveau Testament était celle qui a été définie par Aristote dans la poétique et dans la rhétorique. Au chapitre 21 de la poétique en particulier, dans le contexte d'un développement sur les diverses espèces de noms que l'on peut employer dans la création littéraire, il donne ces définitions. Tout nom est soit un mot courant, soit un mot exotique,
j'utilise une traduction française récente. Le terme qui est traduit par un mot exotique est le terme glotta, équivalent à glosse. Donc, soit une glotta, soit une métaphore, soit un ornement, soit un mot forgé, soit un mot allongé, soit un mot écourté, soit un mot altéré. J'appelle mot courant celui qui est à l'usage de chacun de nous. Glotta, celui qui est à l'usage des autres, de sorte que le même mot peut être courant ou glotta, mais pas pour les mêmes. Ainsi, sigounon, javelot, est courant pour les chypriotes, glotta pour nous. Plus loin, toujours dans la poétique, au chapitre 22, il ajoute « La vertu de l'expression est d'être clair sans être médiocre. Un exemple en est la poésie de Cléophon et celle de Sténélos. Elle est noble et échappe à la trivialité lorsqu'elle emploie des mots étrangers, xénikois. Par étranger, j'entends la glotta, la métaphore, l'allongement et enfin tout ce qui s'écarte de l'usage courant. Le terme de glotta ou glosse désigne donc ici un mot étranger que l'on emploie dans le langage littéraire ou poétique, car il s'agit des questions du langage littéraire ou poétique, comme la métaphore ou d'autres moyens expressifs pour élever et rendre plus précieux le style. Aristote compte aussi parmi les glottei les mots rares et les néologismes résultant de rapprochements de mots insolites. Dans la suite du texte, il remarque par ailleurs qu'un emploi indistinct ou excessif de telles expressions donnerait lieu à l'énigme ou au barbarisme et rendrait le texte obscur, voire ridicule. Il faut donc les employer, à son avis, en gardant la mesure et en observant la convenance. C'est donc, vous voyez par là, sans que je m'arrête sur ce point, que le phénomène qui est décrit dans les actes, la descente de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte, revient au même parce qu'il s'agit d'utiliser des mots étrangers, mais c'est précisément le sens qu'avait à cette époque-là le mot glotta ou glosse. C'est donc à une pratique littéraire que fait allusion le récit néo-testamentaire du phénomène mystique du parler en langue. Mais dans le cas des apôtres, cette pratique est poussée jusqu'à l'extrême et aboutit au langage incompréhensible du pour vouloir dire le verbe qui ne peut pas être dit, à une remontée aux sources mêmes du langage avant toute signification déterminée. En ce sens, la glossolalie, telle qu'elle est décrite notamment dans l'épisode de la Pentecôte, s'oppose à la confusion babélique des langues, en tant qu'unification de ceux qui étaient divisés ou dispersés et restauration virtuelle de la langue unique pré-babélique. Comme le dit Augustin dans un passage de son commentaire au psaume, et je le cite, « Par la faute des hommes orgueilleux, les langues se divisèrent. Grâce aux humbles apôtres, les langues ont été réunifiées. » Il y a en tout cas une différence fondamentale qu'il faudrait expliquer, mais je n'ai pas le temps de le faire, c'est-à-dire au moins apparente, parce qu'elle est apparente. C'est-à-dire, selon le premier texte, la glossolalie était un langage incompréhensible. Dans le second, la glossolalie ou xénoglossie est un langage compréhensible à tous.
mais il faudrait approfondir ce sujet pour répondre à cette différence apparente. Dans la poétique mallarméenne, le vers, en tant que néologisme, un mot nouveau, un mot neuf, étranger à la langue, etc., est déjà en lui-même glossolalie. Et il peut créer d'ailleurs, le vers, de véritables néologismes ou barbarismes métriques, en associant une série de mots. Mais il y a dans l'œuvre de Mallarmé un texte clé, que tout le monde, je pense, connaît, qui pivote autour d'une vraie création glossolalique. C'est le fameux sonnet « Ces purs ongles très hauts dédiant leur onyx », qui avait pour titre, voilà le texte, qui avait pour titre, dans sa première version, envoyée à Henri Casali dans la lettre du 18 juillet 1868, sonnet allégorique de lui-même, et que l'auteur définit dans cette lettre même un sonnet nul et se réfléchissant de toutes les façons, ce qui en fait un document majeur de sa poétique. Dans la lettre à Casali, il décrit l'eau forte qui aurait pu illustrer la scène évoquée dans le poème. Je le cite, « Une chambre avec personne dedans, dans une nuit faite d'absence et d'interrogation, sans meubles, sinon l'ébauche plausible de vagues consoles, un cadre belliqueux et agonisant de miroirs appendus au fond, avec sa réflexion stellaire et incompréhensible de la grande ourse qui relie au ciel seul ce logis abandonné du monde. » C'est la description que donne Mallarmé. Cette scène est une sorte d'allégorie de l'écriture poétique comme lieu du vide et du néant, noir sur blanc, réfléchissant le blanc sur noir des scintillations célestes. Il est aussi blanc et noir que possible, écrit Mallarmé à son correspondant. On a parlé de tout ça la semaine dernière. Son explication est éclairante. Je le cite. « J'extrais ce sonnet d'une étude projetée sur la parole. » Il fait sans doute allusion à ces notes sur le langage, c'est un manuscrit qui a été publié posthume. Il est, continue Mallarmé, il est inverse. Je veux dire que le sens, s'il y en a un, mais je me consolerai du contraire grâce à la dose de poésie qu'il renferme, ce me semble, est évoqué par un mirage interne des mots mêmes. Fin de la citation. Ce mirage interne des mots mêmes n'est rien d'autre, évidemment, que le miroitement en dessous des mystères dans le lettre, du mystère dans les lettres. C'est le sens à venir, le sens qui n'est nulle part et est partout, que le bon lecteur de poésie doit rechercher. Or, toute cette allégorie se résume et se condense en quelque manière en un seul mot, un néologisme inventé par Mallarmé lui-même, le ptyx, au premier vers du deuxième quatrain. Dans la chambre ténébreuse du sonnet, dépeuplée d'objets et d'êtres vivants, le ptyx est le néant élevé à la puissance n, emblème absolu de la poésie. C'est en effet un bibelot d'inanité, aboli mais sonore,
dans le néant sonore, et c'est aussi un néant sonore. Il est rempli d'ombre, les pleurs que le maître, le poète même, est allé puiser au Styx. Il est nommé comme inexistant, nul ptyx, et son nom n'existe pas non plus, car c'est un mot qui n'existe pas ou qui n'existait pas dans la langue française. Le 3 mai 1868, Mallarmé écrit à Eugène Lefébure, lui demandant des informations sur le mot ptyx, et il écrit « Comme il se pourrait que je fisse un sonnet et que je n'ai que 3 rimes en x, concertez-vous, il s'adresse aussi à Casali, pour m'envoyer le sens réel du mot ptyx, ou m'assurer qu'il n'existe dans aucune langue, ce que je préférerais de beaucoup, afin de me donner le charme de le créer par la magie de la rime. » Fin de la citation. On ne connaît pas la réponse de Lefébure, mais Mallarmé n'ignorait sans doute pas que ce mot existe bel et bien en grec, ptyx, et qu'il signifie pli ou repli, ce qui nous ramène encore une fois à ce terme clé de la poétique mallarméenne. Apparemment, Mallarmé en fait un récipient, signification qui est aussi possible en grec. Cela semble indiquer, a remarqué Paul Bénichou dans son commentaire du poème, qu'il avait reçu au sujet de ce mot quelques informations correctes qu'il n'a pas voulu paraître ignorer. Mais son souhait, ajoute le critique à juste titre, était que le mot n'eût pas existé. Fin de la citation. C'est là, effectivement, ce qui est essentiel. Que Mallarmé connaissait ou pas la signification du mot grec. Quoi qu'il en soit, c'est un néologisme en français, introduit au cœur d'un poème allégorique de lui-même, d'un sonnet nul et se réfléchissant de toutes les façons, comme il le définit dans la lettre à Lefébure, et allégorique lui-même de la poésie mallarméenne en général, en tant que pli de sombre dentelle, pour citer une expression que j'ai déjà citée la semaine dernière, pli ou replouement de la surface blanche du papier, pli donc du néant. Ptyx. C'est le pli du néant. Dans ce nul ptyx, réfléchissant un sonnet nul qui décrit une scène vide, l'écriture de Mallarmé aboutit à une véritable glossolalie, entendue comme une parole qui est censée avoir une signification, mais on ignore laquelle. Et ce glossaïs lalein, parlé en langue, est le noyau même, la définition de sa poésie. On pourrait affirmer que la glossolalie réalise sur le plan du langage, en forçant la notion traditionnelle de signe, ce dépassement de la métaphysique que Nietzsche a théorisé de son côté et qui fait de la grande poésie contemporaine, pour laquelle la leçon mallarméenne est évidemment fondamentale, une expérience inséparable de la réflexion proprement philosophique. Mieux encore, c'est, quoi qu'en pensât Proust, de la philosophie tout court, fût-elle absconse et latente, comme le voulait Mallarmé suivant Edgar Poe. J'ai déjà cité, me paraît-il, le texte la semaine dernière. Le mot ptyx existe donc en grec et signifie pli ou repli. Il s'agit proprement d'un mot appartenant à une langue morte, le grec, que le poète enchâsse au centre de son poème, suggérant qu'il ait un sens, mais en même temps comptant sur le fait que les lecteurs l'ignorent. Or, dans le 10e livre du
de Trinitate, de la Trinité, saint Augustin, se penchant sur la question du désir de savoir, évoque justement l'exemple d'un vocabulum emortum, d'un mot désuet, mort, d'un vocable mort. C'est le vocable temetum, qui signifie vain. Vous avez là le texte dont je cite certains passages. Supposons encore que quelqu'un entende un signe qui lui est inconnu, le son d'un mot dont il ignore le sens. Il désire savoir ce que le mot veut dire. Quelle idée évoque son nom? Par exemple, il entend prononcer le mot temetum. Comme c'est un mot qu'il ignore, il en cherche le sens. Il faut au moins qu'il sache que ce mot est un signe, c'est-à-dire que ce mot n'est pas un son vide, mais un son qui signifie quelque chose. Et un peu plus loin, plus le mot est connu sans toutefois l'être pleinement, plus l'esprit désire connaître ce qui lui reste à connaître, qui lui en reste à connaître. Si en effet il ne connaissait que le son et ignorait que ce son signifie quelque chose, il ne chercherait plus rien. Une fois perçu, autant qu'il était en son pouvoir, la réalité sensible, parce qu'il sait au contraire que ce mot n'est pas seulement un son, mais encore un signe, il veut en avoir la pleine connaissance. Or, nul signe n'est parfaitement connu si l'on ne sait ce dont il est le signe. Le temetum d'Augustin est une sorte de préfiguration du ptyx de Mallarmé, un mot qui n'est pas un pur son vide, inanis vox, dit Augustin, mais dont on suppose qu'il est un sens, c'est-à-dire qu'il soit un signum, mais on ignore de quoi. Un mot dont le sens est à venir, représentant l'objet d'un désir de connaissance que l'on s'efforce de satisfaire. Et j'ajouterai entre parenthèses que tout ce développement sur ce mot temetum rejoint en quelque manière le passage sur l'obscurité des Écritures que j'ai cité dans ma première leçon. Parce que là aussi, les mots obscurs ou les expressions obscures de la Bible avaient le but inviter les lecteurs à approfondir le sens de ce qu'ils lisaient. Le philosophe italien Giorgio Agamben, qui est assez bien connu en France, parce que la plupart de ses œuvres ont été traduites en français, a fourni un commentaire de ce texte d'Augustin dans un article concernant le poète italien Giovanni Pascoli. C'est un poète qui n'est malheureusement pas bien connu en France, qui a été très très peu traduit. Le seul recueil qui ait été traduit intégralement en français de Pascoli, c'est les poèmes conviviaux publiés par Hachette en 1925. Et ensuite, il n'y a, que je sache, qu'une anthologie et peu d'autres choses. Mais Pascoli, au contraire, qui était à peu près contemporain de Mallarmé, un peu plus jeune, d'une dizaine d'années plus jeune, est un des grands poètes de son temps. Et c'est un poète européen qui a donné, surtout pour la littérature, pour la poésie italienne, qui a offert des innovations très importantes
un poète très moderne. Et on verra pourquoi. Donc, Giorgio Agamben, en commentant ce texte d'Augustin, écrit « Dans ce passage, l'expérience de la parole morte se présente comme expérience d'une parole proférée, d'une vox, en tant qu'elle n'est plus un pur son, mais n'est pas encore signification, c'est-à-dire expérience d'un signe comme pur vouloir dire et intention de signifier, avant et au-delà de tout avènement concret de la signification. » Fin de la citation. Or, Agamben ramène ici la notion de langue morte au même phénomène linguistique et mystique de la glossolalie, dont on a vu que le ptyx malarméen est un symptôme révélateur. Et c'est à la lumière de la notion de glossolalie qu'il interprète précisément la poétique de Giovanni Pascoli. Pascoli, écrit-il, compte sur un lecteur qui ne connaisse pas tous les mots qu'il emploie. Comme le dit le poète de langue morte, du texte pascolien qui a ce titre, Un poeta di lingua morta, c'est un texte de Giovanni Pascoli dont je parlerai tout à l'heure. Comme le dit le poète de langue morte, la poésie, de même que la religion, nécessite des mots qui voilent et par là obscurcissent leur signification. Des mots, j'entends, étrangers à l'usage présent. Glossolalie et xénoglossie, affirme Agamben, sont le chiffre de la mort de la langue. Elles représentent la sortie du langage de sa dimension sémantique et son retour à la sphère originelle du pur vouloir dire, non pas simple son, pourtant, mais langage et pensée de la voix seule. Fin de la citation d'Agamben. Il évoque à ce sujet les petits mots peu compréhensibles, ce sont des termes vernaculaires des paysans de la Garfagnana, là où habitait Pascoli, dont Pascoli lui-même fournit l'explication dans le long glossaire ajouté à la fin des Chants de Castelvecchio, l'un de ces recueils poétiques. Et surtout, il évoque Agamben, les nombreuses onomatopées de Pascoli qui traduisent les chants des oiseaux et qu'il assimile lui-même à une langue morte, langue que l'on ne sait plus, c'est un vers de Pascoli, des hirondelles dans le poème Addio, Adieu. Ces onomatopées ne sont pas un langage pré-grammatical, mais elles s'inscrivent précisément dans les grammata, c'est-à-dire qu'elles se détachent de la voix inarticulée de la nature, affirme Agamben, pour se montrer dans les lettres comme un pur vouloir dire dont la signification est inconnue. Elles saisissent la voix de la nature au moment où celle-ci émerge de la mer indéterminée du pur son, mais n'est pas encore devenue signifiante. Fin de la citation d'Agamben. Un exemple significatif de ces procédés, où l'onomatopée devient langage articulé et le langage articulé onomatopée, est par exemple un autre poème des Chants de Castelvecchio, Il fringuello cieco, c'est-à-dire le pinson aveugle, dont j'ai reproduit le texte, mais je m'arrête sur certains points que j'ai mis en évidence. Au tout début, par exemple, fink, c'est une onomatopée pour rendre le chant du pinson. Fink, mais qui annonce le mot finché, qui veut dire tant que, finché nel cielo volai, finché
finch'ebbi il nido sul moro. C'est intraduisible, évidemment. Un peu plus loin, addio, addio, Dio, 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 Dio. Ou encore, dans la quatrième strophe, encore finché non vedo, non credo, et à la fin de la strophe, anch'io, anch'io, ch'io, 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 ch'io. Et à la fin, au sol, la note, au sol, 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 sole mio. Ce n'est pas un des grands poèmes de Pascoli, mais c'est un des plus significatifs pour illustrer cette pratique de l'onomatopée qui aboutit à une sorte de glossolalie, effectivement. Le texte de Pascoli auquel fait allusion Agamben, un poeta di lingua morta, un poète de langue morte, est la commémoration d'un poète sicilien, Diego Vitrioli, qui avait écrit une grande partie de ses poèmes en latin. Pascoli y assimile la langue de la poésie en général à une langue morte. Il dit que la langue de la poésie, toute langue de la poésie est une langue morte. Il imagine que Vitrioli réponde à la question qu'il lui pose. Poète, pourquoi écrivez-vous dans un langage qui ne sonne plus sur les lèvres des vivants? Cette réponse, la réponse qu'il donne ensuite, que Vitrioli, dans son imagination, lui donne ensuite, est évidemment une déclaration de poétique de Pascoli lui-même, auteur, lui aussi, de magnifiques poèmes en latin. C'est une partie considérable et importante de son œuvre, des poèmes en latin. Il commence par rappeler la multiplicité babélique des dialectes et des langues. Tu sais bien, lui dit le poète mort, que je ne pourrais pas employer un langage qui serait entendu par tous, car il n'existe pas encore. Mais, poursuit-il, il n'en existe pas non plus un qui soit intelligible à tous les hommes, voire à la majorité des hommes d'un seul peuple. Et il n'y a aucun espoir que ce langage universel ou national se forme par lui-même. Les langues et les dialectes se multiplieront toujours d'année en année et de siècle en siècle. Fin de la citation. Que l'on emploie en poésie une langue morte ou une langue vivante, il y aura toujours une majorité de personnes qui ne la comprendront pas. Peu importe, selon cette idée de Pascoli, peu importe donc si peu sont en mesure de comprendre. Si notre renommée ne sort pas de nos écoles, tant pis. Et le discours de Vitrioli-Pascoli aboutit finalement à une doctrine de l'obscurité poétique assez proche de celle de Mallarmé. Une partie de ce passage que je vais citer avait été citée par Agamben aussi. Je sens, dit-il, que poésie et religion sont la même chose, et que, de même que la religion nécessite le recueillement, le mystère et le silence, et des mots qui voilent et par là obscurcissent leur signification, des mots, je veux dire, étrangers à l'usage actuel, de même on en a besoin la poésie. Celle-ci, du reste, même en langue vulgaire, n'a jamais employé et n'emploie toujours pas ni la langue, ni les modes, ni le rythme habituel. Apparaît naturellement ici le rôle essentiel de la culture que la culture classique joue dans sa conception de la poésie. Mais son point de départ théorique n'est pas différent de celui de Mallarmé. Les langues imparfaites en cela que plusieurs.
d'où également chez lui la recherche d'une langue de la poésie qui exprime de manière directe et transparente la réalité dans son essence. L'idéal poétique de la langue morte rejoint en effet les thèses développées par Pascoli dans son traité d'esthétique le plus connu, Il fanciullino, le petit enfant, et surtout celles qui se dégagent des fragments, des éléments de littérature, elementi di letteratura, des notes manuscrites qu'il a laissées et qui n'ont été publiées qu'assez récemment. Le petit enfant, l'invisible enfant, l'enfant musicien, l'enfant intérieur, comme il l'appelle, et qui, selon sa doctrine, est en chacun de nous, mais dont le seul poète sait écouter la voix ou le chant, est en effet en même temps très ancien. Pascoli l'imagine guidant par sa main le poète Homère, vieux et aveugle, pour représenter l'image parfaite de la poésie. L'enfant qui dictait ses poèmes à Homère est en effet le même qui les dicte encore aujourd'hui à tous les vrais poètes. Il ne faut pas se laisser tromper par cette image quelque peu doucereuse du petit enfant, qui est typique de Pascoli. Car cet enfant est un enfant éternel, l'éternel enfant qui voit tout avec émerveillement, tout comme la première fois, dit Pascoli. En dernière analyse, le rôle de cet enfant est celui du premier nomenclateur, Adam. Sans lui, dit Pascoli, non seulement nous ne verrions pas tant de choses auxquelles d'ordinaire nous ne prêtons pas attention, mais nous ne pourrions pas même les penser et les redire, parce qu'il est l'Adam qui donne un nom à tout ce qu'il voit et sent. Le poète, donc, même le poète récent, est essentiellement, selon Pascoli, celui qui, nouvel Adam, crée les mots, celui qui se crée en quelque manière et surtout au moyen des tropes, des métaphores, des métonymies, etc., une langue personnelle pour exprimer sa merveille devant ce qu'il voit comme si c'était la première fois, comme si c'était Adam qui voyait toutes les choses pour la première fois. Ce qu'il appelle, avec une expression qui n'est pas sans rappeler les primitives foudres de Mallarmé, le météore psychique qui a donné l'origine à l'œuvre d'art. Pascoli rejoint ici son idée que toute langue est une langue morte, car ces moments créateurs sont des météores ou des aurores boréales. C'est une autre image qu'il emploie dans 2 poèmes pour représenter la poésie. Des météores ou des aurores boréales qui s'éteignent immédiatement. Le poète n'ignore pas cette vérité et aspire donc à créer une langue qui soit consciemment une langue morte, traversée par la mort. Une langue morte au moment même de sa naissance. De cette création incessante d'une langue inouïe, la lingua che più non si sa, la langue qu'on ne sait plus, découle aussi, évidemment, le risque de l'obscurité, auquel il fait allusion explicitement vers la fin du petit enfant. Aussi le poète, dit-il, s'il veut faire de la poésie, doit-il de temps en temps se laisser aller à dire « Et ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est pourtant, poursuit-il, c'est ainsi que le poète doit faire et qu'il doit se laisser aller à dire ces choses en espérant, faute de mieux, qu'en profitent les futurs poètes qui verront répandus de nombreux noms, jusque-là inconnus et tenus par conséquent pour obscurs. En vérité, n'est-ce pas Adam qui est le premier à nommer?
il cite de nouveau l'image, le symbole d'Adam, nomenclateur. La glossolalie allait bientôt représenter une sorte d'horizon commun de la recherche poétique la plus radicale du XXe siècle, en tant que frontière extrême, ultimatulée du langage, au-delà de laquelle seul le silence est concevable. À mon avis, donc j'ai essayé de montrer à la fois Mallarmé et Pascoli comme des prédécesseurs, d'annonciateurs en quelque manière, d'une pratique qui allait se développer de manière explicite dans le siècle suivant, au XXe siècle. Et le thème de la glossolalie au XXe siècle est évidemment inséparable de celui de l'obscurité ou de l'incompréhensibilité dans la poésie contemporaine. Il suffit de mentionner à ce propos les cas du futurisme italien et russe, Klebnikov, dont je reproduis un poème, c'est un peu petit, je ne sais pas si on le lit, qui est intéressant parce que là aussi, le poète russe essaye de reproduire les chants des oiseaux dans sa glossolalie. Le cas du dadaïsme, ou Gobal, du surréalisme, celui exemplaire d'Antonin Artaud, avec son fameux livre perdu, Lectura d'Ephraïl, Fali, Tétar, Feudi, Fotia, etc. C'est un long titre. Et dont les glossolalies ont été même enregistrées dans une émission radiophonique qu'on peut toujours écouter. Je reproduis 2 passages des glossolalies d'Artaud. Pour en finir avec le jugement de Dieu, c'est le texte de cette émission radiophonique, justement, où le texte en français est accompagné d'un côté et de l'autre de glossolalies, et dans un autre texte, le théâtre de la cruauté, où un texte glossolalique s'inscrit dans le texte français dont je reproduis quelques lignes avant et après. Ou encore, pour citer d'autres exemples, c'est le cas d'Eduardo Cirlot en Espagne et de Dario Fo avec son dialecte inventé, le gromlo, en Italie. Le grand poète russe Andrei Bieli composa même en 1917 un long poème en prose intitulé Glossolalie, poème sur le son, où il s'attache à illustrer de façon plus ou moins fantaisiste la signification originelle et absolue des sons et des racines indo-européennes, comme le Mallarmé des mots anglais d'ailleurs. Mais le cas le plus complexe et le plus inquiétant, sur lequel je voudrais terminer mon exposé aujourd'hui, est celui d'un poète italien plus récent. Il est mort en 2011, Andrea Zanzotto. Heureusement, à la différence de Pascoli, Zanzotto est assez bien connu en France. La presque totalité de ses livres poétiques, et ils sont nombreux, est traduite en français par Philippe Di Meo. Dans la présentation de son dernier livre paru en France tout récemment, et comprenant les recueils vocatifs et surimpressions, Zanzotto est présenté à juste titre comme un grand prosateur et probablement le poète italien le plus original et novateur du XXe siècle. Dans ses œuvres, les références explicites à la glossolalie sont nombreuses,
associée ou opposée à celle de la xénoglossie. Les deux notions apparaissent notamment dans nombre de textes du recueil Pasque, Pâques, où un poème a même le titre de Xénoglossie. Dans une note de ce livre, il fournit lui-même une définition des deux sens où il entend la glossolalie. Et je le cite, première signification, la création parfois pathologique d'associations syllabiques dépourvues de sens. Deuxième signification, la prétendue faculté de prier et de louer Dieu dans une langue mystérieuse. L'évocation de cette notion est toujours liée chez Zanzotto au discours sur le langage poétique, considéré dans ses fondements et ses limites extrêmes, c'est-à-dire au bord du silence. Il est donc associé à ceux qui sont pour lui les phénomènes auroraux ou inchoatifs du langage. Les glossolalies en développement, il les appelle dans un poème, c'est-à-dire le babillage enfantin, ce qu'il appelle le pétel, un mot dialectal désignant le langage élémentaire avec lequel on parle au bébé, et surtout le dialecte de son pays, le soligo. Sous cet aspect, il réalise une sorte de synthèse originale, Zanzotto, de ce qu'on peut appeler les glossolalies de Mallarmé et de Pascoli, deux poètes décisifs pour sa formation littéraire. La recherche d'une langue absolue de la poésie, du vers en tant que reflet, quoique diffracté, du verbe, s'allie chez lui à la régression à l'enfance, à la balbutie, à l'idiome vernaculaire. Mais cette alliance aboutit finalement à des conclusions ouvertes, où la fin inévitable de la poésie est projetée dans une perspective visionnaire et messianique. Permettez-moi d'évoquer un souvenir personnel. Je connaissais bien Andrea Zanzotto. En 1995, mon université, l'Université de Trente, conféra à Zanzotto la laurea honoris causa. Après la cérémonie, je l'ai accompagné en voiture chez lui à Pieve di Soligo, près de Trévise, où il a toujours gardé sa résidence. Dans la leçon rituelle, il avait beaucoup insisté sur la situation de la poésie dans une époque, la nôtre, qui a vu tant de crimes et de massacres, à partir de l'affirmation bien connue d'Adorno, selon laquelle écrire un poème après Auschwitz est un acte de barbarie. Pendant ce voyage de retour, il a repris le sujet et a développé une argumentation passionnée en évoquant les paroles prononcées par Jésus lors de son entrée à Jérusalem pour approuver ses disciples qu'il acclamait comme Messie, avec le verset du psaume « Béni soit celui qui vient, ô Erchomenos ». Aux pharisiens qui lui demandaient de les reprendre, Jésus répondit, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Lapides clamabunt. Même si ni l'histoire humaine ni la justice divine, à supposer qu'elle existe, ne semblent récompenser les souffrances et les pertes subies par les victimes, Andrea se montrait persuadé que quelque chose au plus profond de la terre et de la matière, quelque chose d'insondable, mais de nécessaire, rétablira l'équilibre et la justice dans ce qu'il appelle le mégatemps. Dans les siècles des siècles, on ne sait ni quand ni comment. Les pierres crieront. Zanzotto a fait aussi explicitement allusion aux pierres qui crient de l'Évangile
dans un écrit intitulé « Architecture et urbanistique informelle », un vieux article de 1962. Il y est question du rapport, ainsi que de la rupture actuelle du rapport, entre l'architecture et le paysage, des thèmes proches de ceux de notre conversation de 30. À propos du paradoxe de l'architecture informelle d'aujourd'hui, Zanzotto écrivait que l'informel, je le cite, naît comme recherche d'expression de la désagrégation, finit par recueillir tout cri minime qui, dans le chaos, parle de l'ordre, finit par en manifester la présence même là où on ne l'aurait jamais soupçonné avant. Lapides clamabunt, écriront de même le maquis, les grumeaux, le fouillis de la matière, le néant même. Fin de la citation. L'art architectural, donc, informel, comme voie, expression d'ordres occultes ou d'indices de sens cachés dans les grumeaux et les ganglions minimes de la nature, et même en ceux qui en constituent peut-être, selon Zanzotto, le noyau ou le fond, le néant. Cette réflexion sur l'architecture peut être transposée sans difficulté à l'art pratiqué par Zanzotto, celle de la parole, la poésie. Toute sa poésie, et surtout la plus récente, est dominée par la réaction plus ou moins consciente, voire par l'effroi suscité par le passage dans notre culture du temps de l'histoire méditerranéenne, qui n'a que peu de millénaires, à un mégatemps, précisément, dont la perspective nous a été ouverte par la géologie, l'anthropologie et les développements de la science en général. Zanzotto a été obligé de constater ailleurs, dans d'autres écrits, que ce passage n'a pas encore été approprié par l'homme d'aujourd'hui, mais il n'y a pas de doute qu'il a provoqué un grave choc psychologique en nous, un véritable égarement. Or, il y a un rapport intime entre ce cri des pierres et cet élément profond et quasi primordial qu'il a reconnu dans le dialecte. Le recours au dialecte, non pas comme expression réaliste de la couleur locale ou du pittoresque, mais comme langue pure de la poésie, est un élément caractéristique de la littérature italienne contemporaine, à partir notamment des poèmes friulants de Pasolini. Zanzotto s'inscrit avec originalité dans ce courant esthétique, même si la plupart de ses textes sont en italien, mais il a écrit une partie de ses poèmes dans son dialecte. Dans l'écrit qui accompagne la première leçon, la première édition de son poème en dialecte Philo, il présentait le dialecte, et je le cite, comme métaphore de tout excès, impossibilité d'imaginer, surabondance jaillissante et stagnation ambiguë du fait linguistique dans sa nature la plus profonde. Il reste chargé, le dialecte, poursuit Zanzotto, du vertige du passé, des méga-siècles au cours desquels la langue s'est étendue, s'est infiltrée, divisée, recomposée, est morte et ressuscitée, dans une dérive très violente qui fait trembler d'inquiétude car on y touche par la langue dans sa double acception notre ignorance d'où la langue vient au moment où elle vient monte comme un lait. Fin de la citation. Sous cet aspect, ajoute-t-il, le dialecte s'oppose parfaitement à la langue haute, codifiée, écrite.
ce qu'il appelle la langue norme. Et il conclut, le dialecte, je le cite encore, est perçu comme ce qui vient de là où il n'y a pas d'écriture, ni de grammaire, lieu alors d'un logos qui reste toujours erchomenos, qui ne se gèle pas dans un événement déterminé, qui reste presque infans, sans parole, dans sa parole, éloigné de tout trône. Fin de la citation. Réapparaît donc ici, de façon cryptique, l'allusion aux pierres qui crient de l'Évangile. Ho erchomenos, celui qui vient, c'est le Messie. Ce mot désigne ici le dialecte. On peut dire que le dialecte en tant que logos erchomenos est pour Zanzotto l'un des deux pôles inférieurs et supérieurs entre lesquels oscille constamment le langage et en particulier le langage poétique. C'est le pôle de l'excès, de la créativité, du devenir continu, opposé au code, aux normes et aux grammaires où la langue s'organise de manière provisoire pour être ensuite inévitablement disloquée et bouleversée. Le dialecte, affirme-t-il, est déversé dans la terre. Il est terre-langue. Son emblème est cette tête-terre, très sainte tête, pierre et diamant, qui émerge de l'eau dans le film que vous connaissez peut-être, Casanova de Fellini, pour lequel Zanzotto a écrit des textes poétiques. C'est cette terre, tête-terre, qui émerge de l'eau, où c'est cette terre passée de tombe, d'où ce désespérant ma langue se dépêtre et vacille, du poème Cas vocatif, un poème du recueil vocatif qui s'intitule justement Cas vocatif. Terre passée de tombe, d'où ce désespérant ma langue se dépêtre. Il existe un parallélisme évident dans la réflexion de Zanzotto, d'un côté entre le paysage forme, le paysage créé par l'homme grâce à l'architecture et la langue norme, de l'autre côté entre ce qu'il appelle l'éros du paysage, un éros inscrit dans la nature, qui est genèse ou poiesis, création incessante, et le dialecte, entendu précisément comme logos erchomenos, parole à venir, parole qui vient. Cette parole qui vient ne caractérise en réalité pas seulement la poésie dialectale de Zanzotto, c'est l'horizon vers lequel tend, sans jamais l'atteindre, toute sa poésie. Dans son chaos verbal apparent, dans ses aspects informels et minimalistes, dans son vecteur édénique, c'est une expression de Zanzotto, et ses balbutiements, en définitive, dans sa tension constante à dépasser les limites de la langue elle-même, vers une enfance qui est aussi origine absolue, heiliges Wort, parole sacrée de la poésie. Mais il n'y a pas chez Zanzotto, comme chez Mallarmé, l'idée que tout au monde doit aboutir, ne fût-ce que dans une perspective messianique, à un livre. Il n'y a plus chez lui, comme chez Pascoli, l'utopie d'une langue morte qui serait la langue naturellement poétique du petit enfant ou du premier nomenclateur. On trouve plutôt dans l'œuvre de Zanzotto une nouvelle conception que l'on pourrait peut-être qualifier de phénoménologique de la mort de la langue. Une conception liée à l'observation du déclin irrémédiable,
voire de la disparition imminente du dialecte. Je parle en cette langue qui passera, dit-il dans le poème Cas vocatif. C'est pourquoi sa glossolalie est en quelque sorte réabsorbée dans la nature. C'est le paysage lui-même, terre-langue, qui prend la relève de la poésie et dont on écoute le cri silencieux. Ce seront par exemple les blis et blas et les sémidivins sifflotis des foins dans le poème Afain, qui est un toponyme inventé par Zanzotto lui-même. Des sifflements qui se répandent, dit-il, sur les glacis des siècles, des éons, et qui ne sont pas sans évoquer le murmure d'une brise légère par lequel Dieu parle à Élie sur le mont Horeb, premier livre des rois. Ce sont surtout les chants des 2 ou 3 oiseaux qui, à l'inverse de ceux de Pascoli, seront peut-être les seuls dans la méditation qui clôt le poème Philo à parler le vieux dialecte désormais mort, vieux dialecte que je ne sais plus, dit-il en paraphrasant, parodiant peut-être le vers de Pascoli que j'ai déjà cité, la langue qu'on ne sait plus. Donc ce dialecte désormais mort qui garde en sa faveur, dit-il, une goutte de lait d'Ève, c'est-à-dire une trace du langage adamique, prébabélique, que le poète recherche et dont la glossolalie serait un écho confus. Mais toi, je cite quelques vers de ce poème, mais toi, vieux parler, perdure, et bien que les hommes t'oublient sans s'en apercevoir, il y aura des oiseaux, 2 ou 3 oiselets seulement, peut-être, ayant échappé à tire-d'aile aux tirs et aux massacres, demain, sur la dernière branche, là au fond, tout au fond des haies et des prés, des oiseaux qui t'ont depuis longtemps appris, te parleront dans le soleil, dans l'ombre. Sifflotis des foins, chant des oiseaux, ce sont des manifestations ou des retentissements du cri silencieux des pierres, donc de cette justice insondable. Zanzotto l'a définie une biodyssée par un néologisme modelé sur théodyssée, à laquelle il ne croyait pas, qui est inscrite dans le corps vivant de la matière et à laquelle la poésie impuissante laisse désormais le dernier mot. Néanmoins, elle témoigne, en tant que logos erchomenos, de cette hypothèse énigmatique. C'est là sa tâche, selon Zanzotto, moins esthétique que morale. Toute obscurité poétique naît de cette obscurité biologale, pour employer un autre néologisme de Zanzotto. La poésie, affirme-t-il, ne cesse pas de témoigner de la ratification de tout au nom d'un héros, d'une seule parole, d'un secret ou d'un vide, d'un silence, d'une faille originelle. C'est de cette obscurité, inconscient, je ne sais quoi pascalien, langue par laquelle l'homme est parlé, qu'on aboutit à la présence du texte, obscur lui aussi, quoique de façon différente, car il est à son tour renfermé dans un éloignement non humain, pur événement, même quand il scintille dans une clarité toujours renouvelée et fuyante. Fin de la citation de Zanzotto. On n'est pas loin, certes, de la lettre absconse, du quelque chose d'abscon de Mallarmé qui est au fond de tout. Mais l'obscurité de Zanzotto est désormais irréductible et les chemins qui la traversent sont sans issue,
comme les Holzwege de Heidegger, qu'il évoque dans un sonnet appartenant à la section hypersonnée du Galatée au bois et consacré justement à ce thème de l'obscurité. Son dernier vers débouche sur une interrogation sans réponse et je termine moi aussi sur cette interrogation. Dans la ténèbre orque qui se disloque en roc, de l'orbe de roc, dans les obscurs repères, mais quelle Galatée de cimetière, ras de terre et ras d'ombre, noteront au moins la trace où le tourment et l'accident des jours, la pili perdue, ils vivent. Lesquels? Je vous remercie.